Chers compatriotes d'Algérie, Zulf Lawen, juste une introduction en anglais, ensuite je reviens au français. To Edouard Philippe, former Prime Minister of France, Gérard Larcher, President of the Senate of this country, and Xavier Driancourt, former France's ambassador to Algeria, my following words have to be also added to the war between the King of France and its African colonies, Emmanuel Macron, and us. Your king, Emmanuel Macron, has put my motherland Algeria in the eye of the storm, and you, among insignificant, repeat, and you three, Edouard Philippe, Gérard Larcher, and Xavier Driancourt, among insignificant other politicians, have added the pressure and turmoil upon the Algerian nation with your nasty, naughty, and idiot turpitude about the 1968 Algeria-France agreement. In Algeria, I had been working for long years in its heart, which name is Place Maurice Audin, a brave French man who helped my country to be free. Also, thanks to Ihsan El-Khadi, I got the opportunity to meet Pierre and Claudine Chollet, two other French good souls who helped Ramzan Abban and the Algerian war. Thinking of Pierre and Claudine Chollet and Maurice Audin, and remembering that our beloved marvelous Jar is born in your country, you guess that it's impossible for us to be a hater of France. If you all have expressed your gut about the human rights violation and asked for the liberation of all the political detainees in my motherland, I would have used another way to address you. You, Philippe, Larcher, and Driancourt, preparing the next French presidential election and scared by the amendment of your constitution, which will be launched by the megalomaniac Macron in order to run for a third mandate, and by the way, to sell the French pension fund to BlackRock. You have triggered this stupid and idiot controversy and polemic about the 1968 agreement between Algeria and France, and you have joined the choir of the racist French politicians. Before delving in this Trojan horse, a few days before, I wrote a letter in which I described the massacres that Emmanuel Macron and France are running in your African colonies. In it, I called for smart and peaceful uprisings of the nations which are murdered by your criminal actions. I sent this letter to the Secretary General of the United Nations, to the head manager of the International Monetary Fund, to the president, the new president of the World Bank Group, to the president of the African Commission, and the president of the African Union General Assembly. All the official France is ready to enter in a new stage to step up by the assassination of African fighters
intensifying destabilization of the most vulnerable African French colonies and coup d'etat. That's why we are begging the Algerian nation to be aware of your shenanigans. I have to tell you that I will repeat it, of course, that I will go all out for my country, because most of my loved ones are living in Algeria. Hussein, il s'agit de la montagne. Hussein Ahmed, ou montagne magique, sinon rien, dans les mots d'El Mahdi Acharchour. S'il était encore de ce monde, nous aurions déclenché avec lui des échanges de feu qui auraient fait taire certaines personnes et déclenché les colères et haines d'autres. En parlant de cet homme, de Hussein Ahmed, nous tenons à dire que nous sommes autonomes dans notre pensée politique, dans la conception et présentation des solutions pour les problèmes de notre nation et des nations africaines. Mais ignorer les expériences et pratiques de cet homme, son génie dans la conception des révolutions, sans passer de ses lumières dans la définition de stratégies d'évitement de l'effondrement de l'État algérien pour le maintien de la paix, de la construction de la solidarité intra-algérienne et inter-africaine, serait une bêtise de notre part. Nous avons qualifié Hussein Ahmed de montagne. Le Mahdi Acharchour, on a dit de lui une montagne magique, sinon rien. Pour toutes ces raisons, nos compatriotes de Boujlil doivent donner l'exemple en baptisant une montagne, une chaîne de rochers, comme celle ou ceux de notre village sur lesquels est bâti le village voisin, Atouédan. Venons-en à cette idiotie, à cette pitrerie autour de l'accord de 1968 portant mouvement des personnes entre l'Algérie et la France. Pourquoi le roi de France demeure silencieux sur ce sujet? Le roi de France, il s'agit d'Emmanuel Macron. Il y a les contrats sur l'aéronautique, les avions de chasse et les sous-marins nucléaires qui sont en jeu. Et il y a aussi un autre motif, beaucoup plus brûlant, beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus satanique, dont nous parlerons après. En voulant détruire cet accord, vous confirmez que la France est si faible qu'il lui est impossible impossible de faire face aux besoins de sa propre population et aux besoins d'une poignée de migrants à l'échelle de pays qui viennent vers votre pays, généralement transitaires, qui transitent. Tous ces sujets sur les mouvements migratoires, nous les avons traités dans des interventions qui remontent à 3 ans, 4 ans de cela. Dans le cadre des politiques européennes, dans le cadre des politiques nationales, dans le cadre de comportement des Algériens vis-à-vis des migrants des pays du Sahel. C'est insulte, pays du Sahel. Bon. La France interdit aux migrants de ces colonies qu'elle a ravagées de s'installer chez elle. Il y a d'abord la confirmation que la France n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais la terre des droits de l'homme. En violant la Déclaration universelle des droits de l'homme et les protocoles additionnels portant
sur les droits civils et politiques. Et l'autre protocole additionnel sur les droits sociaux, économiques et culturels des hommes et des femmes. Nous parlons du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels des nations. La France les continue à les violer. Édouard Philippe, Gérard Larcher et autres voix françaises qui veulent se rendre célèbres sur le dos de la nation algérienne. Nous vous rappelons en gros traits les conjonctures politiques des deux pays, de la France et de l'Algérie. En 1962, c'est l'indépendance de l'Algérie après une révolution et guerre de libération d'ontologie. Qui demeure un violent souvenir dans la mémoire de la France officielle. Depuis les accords d'Évian, plusieurs autres accords ont été signés, comme sur les biens des pieds noirs en Algérie, les personnels français qui ont continué à travailler en Algérie avec transfert de leurs revenus et la pratique des essais nucléaires dans le désert algérien. C'est un accord, c'est l'objet d'un accord. En 1963, en Algérie, c'est une rébellion armée déclenchée par Hosni Ahmed et ses compagnons afin d'asseoir la démocratie et les droits de l'homme en Algérie. Rébellion laquelle a été suivie d'accrochages armés d'octobre à novembre de la même année avec le Maroc et qui se sont arrêtés. La rébellion, les accrochages armés se sont arrêtés grâce à la conférence de Bamako au Mali. Et nous pensons qu'en parlant de la conférence de Bamako au Mali, qui a mis un terme au conflit armé de très basse intensité. Hein. C'est un conflit de très basse intensité dans la classification internationale du CIPRI. Donc en parlant de Bamako, la capitale du Mali, vous lisez notre pensée et vous suivez notre doigt. Hein. Suivez notre doigt. Dans quelques minutes, nous vous dirons ce qu'il y a dans nos pensées. Et nous vous dirons ce que pointe notre doigt. En 1964, ce fut la création de la Banque centrale d'Algérie. Parlons de la Banque centrale d'Algérie. Par conséquent, c'est la souveraineté monétaire que l'Algérie a recouvert. C'est la souveraineté monétaire que l'Algérie a recouverte en plus de l'indépendance. Indépendance dont nous dirons quelques mots. Hein. Avec, c'est très important, avec une cotation de 1 dinar algérien pour un franc français. Ensuite, 1 dinar valait plus qu'un franc français dans une phase d'après. Ensuite, un franc français valait plus qu'un dinar algérien. Nous allons l'expliquer maintenant. Et c'est justement une monnaie souveraine qui manque aux autres nations africaines, comme la nation malienne, la nigérienne, la sénégalaise, la tchadienne, la burkinabé, l'ivoirienne et d'autres. Vous avez maintenant un premier lien entre la conférence de Bamako, la Banque centrale d'Algérie, la monnaie algérienne et le manque aux autres colonies françaises. En parlant du Mali, en parlant des nations, hein, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad, du Sénégal, etc., en plus d'être massacrées par le franc CFA et le politique, elles sont aussi massacrées par des organisations internationales interafricaines, officielles, hein, des organisations internationales interétatiques africaines
qui sont des organisations terroristes, nous le disons. Nous le répétons une autre fois. Organisations terroristes, qui sont la CAO, CDAO, la Communauté économique pour le développement des États de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. Ces trois organisations sont des organisations terroristes. Nous l'avons dit à 1001 reprises. Malheureusement, les nations qui en sont victimes du franc CFA, opprimées qu'elles sont, comme l'est la nation algérienne, sont au silence. Donc voilà. On continue. En 1965, juin 1965, c'est le coup d'État réussi en Algérie. En 1967, c'est un autre coup d'État qui a été tenté, mais en vain, parce que la dictature algérienne s'est structurée et a pris le contrôle de l'État et des populations. Le coup d'État de 65 a été réussi en un pas de mouvement. Même pas deux pas, trois pas de mouvement, trois pas, là. Trois pas, trois mouvements. Il a été réussi au 1/62e de tour. Pas au 32e, 8e, un quart de tour, là. Il a été réussi. Mais en 67, le coup d'État de 67 a été un échec total. Parce que la dictature s'est installée en Algérie, elle s'est structurée, elle s'est installée, elle a pris le contrôle de toutes les institutions et des populations. En 1968, maintenant pour la France, sur le plan Marshall, et sous plan Marshall, et sans la perfusion économique imposée par les USA, la France économique se serait effondrée en 68. En mai 68, c'est la révolte des Français contre les régimes politiques et les pratiques du militaire, qui était Charles de Gaulle. En Algérie, ces révolutionnaires et libérateurs ont été chassés dans la définition et la gestion de l'avenir de la nation. Les concepteurs, les leaders, les meneurs de la révolution et de la guerre de libération algérienne ont été chassés en 1962 dans la définition, dans la définition des stratégies, la gestion de l'avenir de la nation. En mai 68, les Français ont dit à Charles de Gaulle, merci pour ce que tu as fait durant la Deuxième Guerre mondiale. Pour l'avenir, dégage. Le général Charles de Gaulle a fui de la France. L'histoire de Baden-Baden. En 1971, l'État algérien a nationalisé les hydrocarbures. En 1971. Et en 1969, que s'est-il passé? N'oubliez pas que nous parlons de l'accord de 1968 entre l'Algérie et la France. Accord portant sur le mouvement des personnes entre l'Algérie et la France de décembre 68, signé en décembre 68. Peu importe, le mois est précis. Quand il est signé en 68. Que s'est-il passé en 1969? L'Algérie a nationalisé électricité et gaz d'Algérie. L'IGA,
populairement dit, même notre mère qui nous manque affreusement, dit l'IGA. Tout ça de l'IGA. L'IGA est venu. Ce sont les agents de la compagnie, de la société EGA à l'époque, EGA, qui venaient recouvrer les factures d'électricité et d'eau. D'électricité surtout. À l'époque, nous étions enfants. Tout ça de l'IGA. Pour recouvrer les factures, pour le paiement des factures d'électricité. Ce nom EGA, actuellement, c'est Sonelgaz. Avant d'être explosé, éclaté, rescindé, etc. Bon, ne parlons pas de... Même si c'est très important, hein. Actuellement, c'est Sonelgaz. Son ancien nom rappelle EGA, il rappelle EDF, GDF. Okay? De quoi avons-nous parlé il y a quelques minutes? Nous avons parlé de la création de la Banque centrale en 1964. Nous avons parlé de la parité du dinar, parité fixe, 1 franc pour 1 dinar. Ensuite, 1 dinar valait plus qu'1 franc. Il a valu, dans la documentation, il a valu 1 franc 20. 1,20 francs français. Après, c'est l'inverse. C'est le franc français qui valait beaucoup de dinars. Maintenant, en 2023, même si c'est l'euro, il suffit de reconvertir l'euro en franc français de l'époque, etc., et multiplier par le taux de change parallèle et officiel de la Banque centrale, vous comprendrez pourquoi nous appelons la Banque d'Algérie le four crématoire, le gourbi et la chambre à gaz de la nation algérienne. Peu importe ça c'est accessoire, Nos compatriotes d'Algérie le savent. Donc vous trois, pour amuser votre galerie, pour vous préparer à la prochaine élection présidentielle, etc., en particulier dans le cas de Premier ministre français, Édouard Philippe, qui veut se placer comme candidat à la future présidentielle, etc., probablement qui sera appuyé par Gérard Larcher, etc., et Xavier Drioncourt pour empêcher Emmanuel Macron de battre le record de 3 mandats et vendre le fonds de pension des retraites françaises à BlackRock, etc. C'est-à-dire, vous êtes venu ajouter vos voix à la chorale, à la mesquine chorale. Maintenant, nous allons imbriquer tout ça. Donc, indépendance de l'Algérie qui vous est restée au travers de la gorge. Hein. C'est une blessure historique, inoubliable, hein, que vous n'arrivez pas à dépasser. La révolution et la guerre de libération algérienne. Les accords d'Évian. La création de la Banque centrale. La nationalisation de l'électricité et le gaz d'Algérie. Ensuite, au milieu là, à côté là, il y a cet accord de mai 1968 sur le mouvement des personnes. Parlons pas de la nature de la migration de l'époque. Hein. Amusez-vous, laissez les autres s'amuser avec ces histoires-là, ouvriers ou je sais pas quoi là. Donc, l'enjeu réel, c'était ce progrès de l'indépendance algérienne. C'est juste un apparent progrès dans l'indépendance algérienne. Parce que la France de l'époque et l'Algérie de l'époque était impossible de négocier d'égal à égal pour des questions de compétences, de patriotisme. Hein? Impossible. Donc, l'équilibre qui a été défini après l'accord de mai 1968 est un équilibre favorable à la France. Ne serait-ce qu'à travers un élément. Un élément. Ne serait-ce, hein?
la parité du dinar. D'égal à égal, un franc français pour un dinar algérien, c'est à qui mieux mieux. À qui mieux mieux entre l'Algérie et la France. Entre l'économie algérienne et l'économie française. C'est à qui mieux mieux. Un dinar algérien surévalué par rapport au franc français de l'époque, c'est l'Algérie qui plonge dans le déficit, non seulement structurel, mais il deviendra systémique de sa balance de paiement avec la France. Hein? Après l'accord de 1968 sur le mouvement des personnes et après le signal qui était la nationalisation de Sonelgaz, et nous en avons parlé de la nationalisation de l'énergie en 1971, donc la France, il fallait que la France anticipe tous ces coups-là. La France a anticipé la nationalisation de l'énergie de 1971. Parce que la leçon de la nationalisation de l'EGA en 1969 était dure pour la France. Bref, même avec ça, c'est pour cette raison que maintenant, que vous êtes en train de faire les accords de mai 68, les accords de ceci, et vous allez nous faire sortir ensuite d'autres histoires à dormir debout, telles que les biens des pieds noirs, les biens algériens en France, tels que dans le domaine de la sécurité sociale, s'il vous plaît, là. Nous éviterons de descendre actuellement à ce niveau que nous considérons comme étant extrêmement bas, là. Hein? Extrêmement bas. Bon. Donc, l'histoire d'économie et de monétaire et d'indépendance, elles sont là. Maintenant, de ceux qui précèdent, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la leçon à tirer? Nous avons parlé de Hussein Ahmed, de son génie dans la conception des stratégies. Est-ce que la nationalisation de l'électricité d'Algérie, de l'EGA, qui est devenu Sonelgaz actuellement, avant la nationalisation de l'énergie en 1968, était efficace d'un point de vue économique, d'un point de vue politique et d'un point de vue équilibre international. Équilibre international. Quand nous parlons de l'équilibre international, il s'agit de l'équilibre entre l'Algérie et la France, et par ricochet, par conséquent, les conséquences de cet équilibre international entre l'Algérie et la France vont contaminer les autres pays de l'Union européenne, comme le Portugal, comme l'Espagne, comme l'Italie, l'Europe du Sud. Et actuellement, il aurait impacté ces fameux accords dits l'Union pour la Méditerranée. Exemple, comme c'est l'accord de partenariat Union européenne-Algérie, etc. Donc, c'est un premier renseignement, hein, la stratégie dans la nationalisation de Sonelgaz et de son attraque. Est-ce que la séquence était bonne? Est-ce que les enjeux étaient bien définis? Est-ce que les accords, tout simplement dit, est-ce qu'ils étaient bien rédigés? C'est-à-dire les clauses, les phrases, les verbes, les virgules, les points-virgules, étaient les bons, étaient bien placés là. En 2023, ça c'est 1969, hein, nous avons commencé à partir de 64, hein, la création de la Banque d'Algérie. En 2023, c'est le même problème qui se repose. Le même problème qui se repose. Nous évitons de dire que c'est l'histoire qui se refait, qui se recommence, qui recommence. Pourquoi? Parce que l'histoire avance, hein, elle est dans un temps séquentiel. L'histoire ne revient pas en arrière, ne saute pas des années, etc. Hein. L'histoire ne revient pas. Hein. C'est nous qui faisons la narration d'événements passés.
par moment, nous anticipons les événements qui pourraient se produire dans le futur. Pourquoi nous évitons de dire que l'histoire se recommence? Nous vous renvoyons à Hussein Ahmed. Pas aux imbéciles qui sont en train de parler là maintenant. Là, hein. Dit que l'histoire ne se refait jamais. Pourquoi? Parce que les hommes sont différents, les circonstances sont différentes, les lieux sont différents, les rapports de force sont différents, les équilibres sont définis d'une autre manière, etc. Donc c'est pour cette raison que même si nous disons que c'est l'histoire qui se refait, qui se recommence, qui se recrée, etc., ce sera juste pour faire rapide dans le mot. Mais on dit, en disant que c'est la nature du problème est la même. La nature du problème est la même. Maintenant, à l'époque, nous répétons que les révolutionnaires algériens ont été chassés dans la définition des stratégies, des objectifs, etc., des plans pour le futur de l'Algérie. Actuellement, il y a de nouveaux hommes, de nouvelles femmes qui décident en Algérie. Ah, wow. Maintenant, nous avons parlé avec des phrases, des mots aisément intelligibles par ceux qui ont la compréhension de la langue française. Même avec des mots, c'est très dense, hein? C'est très complexe, hein? C'est très compliqué. Maintenant, nous allons mettre des faits sur ces mots. Donc, nous continuons, même si en rappelant que nos mots actuels s'inscrivent dans cette guerre bilatérale entre nous et le roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron. Nous nous sommes adressés plutôt à son ancien Premier ministre, au président du Sénat français et à l'ancien ambassadeur de France en Algérie. Nous continuons. Formellement, l'Algérie est indépendante. Elle jouit du caractère de personne morale de droit international. L'Algérie est membre de l'Organisation des Nations Unies et membre d'autres organisations internationales, qu'il s'agisse de l'Union africaine, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et d'autres. Sauf que, bon, maintenant, de la Ligue arabe, la Ligue ou l'Union des pays arabes, sauf que l'Union du Maghreb arabe est inexistante. OK? Inexistante dans la pratique, même si dans le texte, elle existe encore. OK? Mais l'Union des pays d'Afrique du Nord avec comme chef de file l'Algérie, est inexistante. Une union entre l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye, le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso. C'est inexistante, cette union. C'est inexistante. Okay? Donc, d'un point de vue formel, l'Algérie est indépendante, elle jouit du caractère de personne morale de droit international, etc. Mais dans les faits, l'Algérie est toujours une propriété privée de l'État français. Dans les faits, l'Algérie est une propriété privée de l'État français à travers l'article 6 de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, de North Atlantic Treaty Organization, de l'OTAN, qui nous confirme ce que nous disons, ce que nous avions dit, ce que nous avons répété aussi, ce que nous répétons aujourd'hui,
que le Mouradia d'Alger, là, est vraiment une conciergerie d'Emmanuel Macron. Que les militaires algériens qui sont membres de l'état-major de l'armée algérienne sont au service de Macron. Même si en Algérie, ils se prennent pour des généraux. Alors que dans les faits, ce sont des soldats de l'armée française aux ordres d'Emmanuel Macron. Donc, à vous trois, en tant qu'échantillon représentatif de cette classe politique française plutôt raciste, vous trois, vous êtes un échantillon. Dans les faits, nous le répétons, l'Algérie appartient à la France. À travers sa conciergerie qui est la présidence de la République, à travers l'état-major de l'armée. Donc les membres sont été convoqués à Paris. Hein? Paris. Ça, c'est dans les faits. Aussi, puisque dans les faits, selon l'article 6 de l'OTAN, l'Algérie est une propriété privée de la France, les Algériens, par conséquent, sont des sujets, pas des citoyens, de droit français. Tous les Algériens, y compris ceux de nés aujourd'hui même, y compris les bébés qui sont nés aujourd'hui. Donc, ils sont en droit de s'installer en France, avec ou sans accord. Et de ce fait, toute décision politique française actuelle sur le rejet de l'installation des Algériens en France, en les forçant à s'installer en Algérie, nous fait dire que la France officielle de Macron considère l'Algérie comme étant un ghetto français. Nous disons bien, Emmanuel Macron et vous trois, considérez l'Algérie comme étant un ghetto français, comme les ghettos qui se trouvent dans la banlieue parisienne, dans la banlieue de Marseille, dans la banlieue de Lille, elles ne sont plus quelle banlieue là. Ok? Dans notre intervention du 30 mai 2023, donc d'il y a 13 jours, nous avons soulevé quelques points. Nous avons abordé quelques points. Ces quelques points que nous avions abordés donc le 30 mai 2023, 30 mai 2023, et nous reprendrons certains rapidement. Bon, il y a le top du top de la misère politique française, algérienne, et le déplacement puisque nous avons attaqué en règle la justice algérienne. On est aux ordres des généraux qui maintiennent Ersan El-Khadri et d'autres innocents en prison. Ah, nous l'avons démoli. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puisque dans notre message du 30 mai 2023, il était question sur la solidarité des Algériens, la paix en Algérie, la solidarité avec les soldats de l'armée, la protection de l'intégrité du territoire et le sud de l'Algérie. Nous avons parlé de quelques points auparavant. Donc, l'un des autres motifs cachés d'Emmanuel Macron, et c'est ce motif qui est satanique, c'est l'embrasement du sud de l'Algérie, en conjonction avec ce qui se passe au nord du Mali et au nord du Niger. Ça, c'est un autre objectif satanique.
il y a les objectifs strictement commerciaux pour soigner la balance commerciale de la France avec l'Algérie, et sur cet aspect, il a gagné. Il reste l'aspect de l'embrasement de l'Algérie par son sud, sur lequel il va gagner si les Algériens continuent sur cette démarche. Okay? C'est cet objectif satanique. C'est cet objectif satanique d'Emmanuel Macron qui le pousse au silence. Le pousse au silence. Okay? Donc, parmi les points que nous avons soulevé le problème de la justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la Cour constitutionnelle, deux jours après notre intervention, s'est déplacé à Tamanrasset pour parler du rôle de la société civile de la Cour constitutionnelle. Pour parler du rôle de la société civile et de la Cour constitutionnelle en Algérie. Comme si nous soutenons à fond l'action, concentrer les actions sur le sud de l'Algérie, sur l'est de l'Algérie avec la Libye, des actions de ce type-là, nous les soutenons à fond, mais pas dans cette hypocrisie. Ok? Donc, de côté, il y a un siècle et quelques années de cela, depuis que nous avons dit que l'Algérie va vers un hub and spoke system dans le transport aérien. Après l'acquisition des avions Airbus et Boeing, dont nous avions dit quelques mots, la réaction algérienne ne s'est pas fait attendre. À travers les personnes qui ont réagi. Bon, ces stupidités nous écœurent. En qualifiant l'acquisition des 7 avions Airbus et de 8 avions Boeing d'historique. C'est comme si en économie, une décision d'achat, une décision d'achat, c'est-à-dire une décision de dépense d'argent. D'historique. Qu'est-ce qu'il y a d'historique? Il faudra trouver... il faut les chercher. Par contre, nous disons que l'annulation du contrat France-Australie portant sur les sous-marins nucléaires, un contrat qui s'élève à une 50aine de milliards d'euros, ou de dollars, peu importe. 50 milliards d'euros ou de dollars. L'annulation de ce contrat sur ordre des États-Unis d'Amérique est historique. Mais acheter 8 avions Boeing, 7 avions Airbus, historique en quoi il est historique? Aujourd'hui même, selon l'APS, un hub pour le transport aérien sera créé où, s'il vous plaît? Où? À Tamanrasset. Quels seront qui seront les voyageurs qui se présenteront dans le futur aéroport international de Tamanrasset que nous allons réaliser? Mais pas dans ces conditions. Quoi? Les Jamois et les Jamels? Ou bien les Algériens du Nord et du centre du pays qui iront jusqu'à Tamanrasset, faire escale là-bas, et de là-bas, ils iront là. Pour ça, nous vous renvoyons à notre description de cette escroquerie là, escroquerie imposée par Macron. Hein. À la description que nous avons faite dans notre intervention, le Hub and Spoke System expliqué à Abchouel. Okay? Aujourd'hui même, un hub à Tamanrasset. Ouais. Ouais.
l'acquisition des avions par Air Algérie, donc des 8 avions Boeing et 7 avions Airbus, nous serons d'accord sur le caractère historique si elle est comparée à l'affaire Lakshmi Mittal portant sur le complexe sidérurgique d'Al-Hajjaj. L'argent qui a été pris, les milliards de dollars qui ont été pris par Lakshmi Mittal à travers le complexe sidérurgique d'Al-Hajjaj est historique. Oui. Cette acquisition de Boeing et d'Airbus aurait été historique si elle est comparée à l'affaire Jay-Z entre Orascom de Naguib Sawiris et l'Algérie, l'État algérien. Ça, vu sous cet angle, sous cet aspect, oui, l'acquisition des avions par Air Algérie, des Airbus et de Boeing, est historique, vu sous cet angle. Mais vu sous un angle strictement économique, c'est un autre crime contre l'Algérie. Allons-y maintenant sur l'aspect. Le prix moyen d'un Airbus est de 264 200 000 dollars. Le prix moyen d'un Airbus est de 264 200 000 dollars. Donc les 7 avions Airbus. Bon, nous savons qu'il y a des différences, de types d'Airbus qui ont été acquis là. Sortant de ces enfantillages là. Donc le total sera de 1 849 400 000 dollars. Les 8 avions Boeing au prix moyen de 128 900 000 dollars coûteront à l'Algérie 2 milliards 880 millions 600 000 dollars US. Pardon. Les 8 Boeing coûteront à 128 900 000 dollars, coûteront 1 milliard 31 millions 200 000 dollars. Donc la facture totale des Airbus et des Boeing sera de 2 milliards 880 millions 600 000 dollars. C'est des chiffres qui donnent le tournis, ils sont difficiles à lire. Convertissez-les en dinars algériens, ce sera encore pire. Ce montant sera à déduire des réserves internationales de l'Algérie. Donc personne ne pourra dire leur montant exact, la nature des réserves, leur disponibilité à la dépense. Personne. Mais la certitude, c'est 2 milliards 880 millions 600 000 dinars seront déduits. Parce que l'Algérie doit payer la facture pour la France. Elle doit payer la facture pour la France et les USA. Ne nous faites pas sortir, s'il vous plaît, l'histoire d'Airbus. C'est un consortium européen, etc., dans lequel l'Allemagne est actionnaire, l'Espagne est actionnaire, etc., etc. Allez-y, racontez ces histoires à d'autres. Dites-nous quel est le pourcentage en personnel dans Airbus. Okay. En plus d'Al-Hajjaj, en plus d'Orascom, téléphonie mobile, en plus de ce coût sur les avions, Ihsan El-Khadhi, s'il était encore libre là, il nous aurait rappelé certaines affaires liées à l'énergie, comme KBR, comme cette affaire d'Anadarko. Nous avons évité les affaires sur le transport ferroviaire, comme fameux contrat sur les plaquettes de frein, système de freinage des trains, qui remonte à une
trentaine d'années peut-être. Donc, Emmanuel Macron, à vous, Philippe Larcher et Driancourt, restent les sous-marins nucléaires et les avions de chasse d'assaut qui obligent Macron à se taire sur cette affaire, sur cette histoire des accords de 1968. Elle l'intéresse aussi parce qu'il est en train de faire le pyromane entre l'Algérie et le Maroc. Ça, c'est un autre argument. Deuxième motif. Deuxième motif. Ils vont embraser le Sud. C'est-à-dire, l'armée algérienne se retrouvera au service de la France en s'entretuant avec des Marocains, avec des Maliens et des Nigériens. Tout ça à cause de quoi? À cause de généraux d'état-major complètement idiots, stupides, qui croient que soulever une affaire en fin de journée et lui trouver une solution le lendemain matin est imaginable, sauf dans les pays sous-développés. Ouais. Soulever une affaire à 10h du soir, le lendemain à 9h du matin, le chef d'état-major d'un pays sous-développé comme le Mali, le Niger, le Tchad, l'Algérie, la Mauritanie, le Maroc, etc., qui doit arrêter de se prendre la tête là. Hein? Les Marocains sont nos frères, les Tunisiens, les Africains sont nos frères, mais en termes de dirigeants, ils sont tous dans la même logique de stupidité et de soumission à Emmanuel Macron là. Ouais, trouver la solution. Maintenant, en parlant de... nous avons parlé de 2 milliards, la facture totale de l'aviation, Boeing et Airbus, hein, on met les avions de chasse et les sous-marins nucléaires de côté. 2 milliards 880 millions 600 000 dollars. Récemment, ces 2 milliards 880 millions 600 000 dollars auraient pu être alloués aux populations algériennes à travers la santé et l'éducation, auraient pu être alloués en partie à la nature algérienne. Récemment, des inondations ont frappé la nation algérienne. Des morts, des biens immobiliers, des familles qui se retrouvent sans toit, des enfants qui se retrouvent sans toit, sans protection, sans médicaments, etc., ont frappé l'Algérie. Nous leur disons, notre peine, pas solidarité. Il nous était possible d'être solidaires avec ces victimes, mais nous leur disons notre peine, notre douleur, parce que pour dire la solidarité, il faut payer. Que des mouvements de solidarité soient organisés et nous verrons qui participeront, les Algériens qui participeront et les étrangers qui participeront. Ça, c'est une inondation récente. Hein? Rendue très célèbre par les incendies de Kabylie, une série d'incendies une série d'incendies ont ravagé tout le nord de l'Algérie. Annaba, Skikda, la Kabylie, le centre, etc. Donc les 2 milliards 880 millions 600 000 dollars auraient pu en partie être alloués à la nature. Acheter des bombardiers d'eau, des Canadair, ce que vous appelez les Canadair. Nous vous rappelons que lors de ces incendies de Kabylie et d'autres régions d'Algérie, nous précisons les incendies des autres régions d'Algérie, même si les incendies qui ont frappé la Kabylie ont été rendus célèbres par
les manipulations, par les intentions criminelles des uns et des autres, des intentions criminelles sur lesquelles nous n'avons aucune information. Okay. Une partie de ces 2 milliards 880 millions 600 000 dollars aurait pu être réservée à la nature. Une partie à la santé, construire des centres de secours, en prévision de quoi? Des autres inondations et des autres incendies qui se produiront. Construire des lignes de premiers soins, des ambulances, des équipements d'urgence en stock suffisant pour les pompiers et les médecins. Ok? Nous avons, il y a des sujets, nous n'avons pas le temps pour traiter le tout là. Hein. À peine la catastrophe de la Banque mondiale passée sous le silence. Là, maintenant, les Algériens en parlent très peu. La fin de la Banque mondiale, hein, il y a 2 années de cela. Un peu moins d'une année. Hein, le communiqué de la conciergerie de Macron en Algérie a publié un communiqué dans lequel elle a tiré sur la Banque mondiale. Nous pensons avoir dégonflé un tant soit peu cette bombe. Parce que nous avons fait quelques démarches auprès des responsables de la Banque mondiale, et la dernière est visible, en plus de lettres, hein, auprès du FMI. Nous pensons avoir dégonflé, aplani un tant soit peu cette affaire de lettres publiées ordonnées par la conciergerie de Macron à Alger, là, contre la Banque mondiale. Dans notre intervention du 30 mai 2023, d'il y a 15 jours, nous avons parlé d'ouverture, de discussion, dialogue, négociation pour établir des relations formelles entre l'Algérie et Israël. Nous avons abordé quelques points. Nous avons donné des arguments qui militent pour l'établissement de ce premier contact. Et nous avons parlé des services secrets israéliens et algériens. Nous avons parlé de la sécurité militaire algérienne. Nous avons parlé du Mossad. Nous avons mis de côté le Shin Bet. Non. L'autre service secret israélien, dont nous avons oublié le nom là. Hein. Nous n'avons pas parlé des forces spéciales du Tsahal, mais nous avons parlé du Mossad. Le lendemain, premier article, première polémique, premier article, première information choc, le chef d'état-major, les généraux, je sais pas, nous pensons qu'il agit de son propre chef là, hein, qu'il agit selon son humeur, dans le silence incroyable, dans le silence passif des autres généraux et colonels algériens. Le chef d'état-major, il a fait pire que le communiqué de la Banque mondiale publié par la présidence. La sécurité militaire algérienne, les services de sécurité algériens ont déjoué un complot qui met en cause le Mossad, la France et le Maroc. Ça, c'est en moins d'une nuit. L'incident qui s'est produit entre Israël et l'Égypte, cette histoire de mort causée par les tirs d'un soldat égyptien. À peine l'incident connu, les négociations ont commencé. À peine l'incident connu, rendu public cet incident entre l'Égypte et Israël connu, les négociations ont commencé. Est-il possible de continuer à imaginer un tel état-major, soldats en Algérie qui sont des généraux, soldats de Macron qui sont en Algérie qui sont des généraux, continuer à
définir, à agir, à conduire la défense de l'Algérie? Est-il possible de continuer à imaginer celui qui occupe la conciergerie de Macron à Alger se faire appeler le chef suprême des forces armées algériennes, etc. En tout cas, nous allons travailler encore pour dégonfler cette histoire-là du Mossad, des services de renseignement algériens. Nous allons continuer. C'est un travail très dangereux. Mais nous allons le faire pour l'Algérie. Nous allons tenter de dégonfler encore cette bombe qui est en soi indégonflable. Parce que ça va continuer à alimenter. Chaque fois qu'il y a un incident, à chaque fois qu'il y a une discussion, etc., il sera question. Eh oui, vous avez, les généraux algériens ont accusé le Mossad de fomenter un sale coup pour l'Algérie avec la complicité de la France et du Maroc. Nous avons tout le temps qualifié les États d'Afrique du Nord d'États stupides et idiots. Le Maroc avait commencé un petit peu en faisant certains gestes, etc. Il a commencé. Mais dans cette affaire-là, Mossad, Israël, réunion à Israël, à Tel Aviv, français, avec la complicité des Français et des Marocains, qui est demeuré sans réaction de la part des autorités politiques marocaines, c'est douteux. Mais nous disons que nous sommes certains maintenant que c'est Emmanuel Macron qui a ordonné aux militaires algériens, aux généraux algériens, d'étouffer cette affaire le plus tôt possible. De l'étouffer pour qu'il continue à l'exploiter à son avantage, bien sûr. Le dernier point, nous allons arrêter ici. Ah, il y en a d'autres, hein? Ah, il y en a d'autres, hein? Ah, d'où ça, hein? Continuons à faire ce travail pour notre patrie. Continuerons à faire ce travail pour notre patrie. Nous continuerons à faire ce genre de travail parce que des hommes et des femmes l'ont fait avant nous. En Algérie. Nous continuerons à faire ce genre de travail parce que tous nos amours sont en Algérie. Bon, la majorité de nos amours sont en Algérie. Chers compatriotes d'Algérie, à quand est-ce que cette attaque, attaquez-nous. Dites-nous que la suggestion que la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue est une ânerie. Dites-nous que la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en tamazight et arabe est une ânerie, est une connerie, est une stupidité. S'il vous plaît, nous vous demandons une faveur de fournir au moins un argument. Chaque fois que vous qualifiez que la dotation de que la suggestion même, c'est-à-dire quand vous dites que quand vous direz que la suggestion même, l'idée même de doter l'Algérie d'un hymne national bilingue en tamazight et arabe est une stupidité, cette idée, juste l'idée, pas le fait, hein, pas l'action. Dites que c'est une ânerie, une stupidité, une idiotie, une connerie, est une grossièreté, est une vilainie, tout ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, ayez l'amabilité de fournir un argument. Un tout petit argument. Comme ça, nous ferons l'effort de comprendre la validité de votre argument. Et si la force de votre argument a la force des arguments de Hussein Ahmed, nous vous promettons que nous allons nous y soumettre. Chers compatriotes d'Algérie,
à vous tous. Nous sommes tristes pour ce qui se produit en Algérie, bien sûr. Nous avons énormément de peine pour tous les détenus politiques qui croupissent dans les prisons algériennes. Actuellement, c'est la figure, c'est le nom d'Hissène qui revient en tête. À faire de la condamnation. Voilà. Il ne faut pas oublier ça. On appelle Hissène, la peine d'Hissène a été aggravée. Parce qu'il y a 5 ans de prison ferme. Comme si 4 années de prison ferme étaient injustes. Était injuste. Condamner 4 années de prison ferme, Hissène El-Khadi, pourrait être injuste. Donc on appelle, on rajoute une année. 5 années. Tout ça, bien sûr, dans le silence des Français dont nous avons cité les noms. De cet être français à qui, sans haine, sans rancune, bon, vous voyez, avec le sourire. Hein. Yves Tréhard. Pour vous, Yves Tréhard, nous allons dire Monsieur Tréhard. Pour les autres, nous avons évité la particule Monsieur. Hein. Pour vous, Monsieur Tréhard, le temps nous apprendra, nous révélera certains détails. Monsieur Tréhard, vous avez notre promesse. Nous jurons devant Dieu parce que nous avons la foi en Dieu. Nous sommes musulmans, pratiquants, avec une immense foi en Dieu. Une immense foi en Dieu. Donc nous vous jurons devant Dieu, Monsieur Tréhard, que nous pourrons, dans l'avenir, peut-être rappeler les échanges que nous avons eus, mais dans notre part, ce sera avec le sourire. Parce que nous comprenons les enjeux, les pressions, les chantages qui sont faits à la presse. Nous les comprenons. C'est triste, mais il n'y a pas. Hein? Il n'y a pas de nouveau Zola en France. Il n'y a pas de nouveau Zola en Algérie. Hein? Il n'y a pas. Donc, à tous nos compatriotes d'Algérie, notre foi, demeurez pacifique, résistez dans la dignité. Soyez solidaires avec les soldats de l'armée algérienne. Nous disons bien les soldats de l'armée algérienne. Des moments extrêmement durs nous attendent tous, y compris nous qui sommes à l'étranger. Nous attendons. Donc il faudra se préparer à ces moments extrêmement durs. Avec tout ce qu'il y a de bon dans notre cœur. Avec tout cet amour que nous avons pour notre patrie. Avec tout cet amour que nous avons pour ceux qui y vivent. Recevez nos salutations les plus sincères. Et merci.